Mes parents sont partis en voyage à Paris le jour de mon mariage avec mon frère, laissant une enveloppe, voyons comment tu affronteras les invités quand nous ne serons pas présents à ton mariage. Mais ils n'avaient aucune idée que j'entrais dans une famille de millionnaires. Quand ils ont vu mon mariage à la télé, j'ai été bombardé de 65 appels. Mais je les ai ignorés pour toujours. Je m'appelle Mélanie Harris et j'ai 27 ans. Grandir dans une famille où mon frère passait toujours en premier m'a appris à m'attendre à la déception. Mais rien ne m'avait préparé à ce que mes parents ont fait le jour de mon mariage. L'enveloppe qu'ils ont laissée derrière eux ne contenait qu'une seule phrase qui m'a brisé le cœur, « Voyons comment tu affronteras les invités quand nous ne serons pas présents à ton mariage. » Ils étaient loin de se douter de qui j'épousais. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Et abonnez-vous pour voir comment j'ai transformé cette trahison déchirante en le plus beau jour de ma vie. J'ai grandi dans une modeste maison en briques dans un quartier de classe moyenne du sud de Chicago. Depuis mes plus lointains souvenirs, je pouvais sentir la différence dans la façon dont mes parents me traitaient par rapport à mon jeune frère, Timothy. Il était leur enfant chéri, le fils que mon père avait toujours voulu pour reprendre un jour sa petite entreprise de construction. Mes réussites, aussi importantes soient-elles, semblaient toujours pâles en comparaison de tout ce que faisait Timothy. En CE2, j'ai gagné le concours régional d'orthographe et j'ai ramené un trophée presque aussi grand que moi. Mes parents y ont à peine jeté un œil avant de tourner leur attention vers Timothy, qui avait marqué un but lors de son match de football ce week-end-là. Au lycée, j'avais appris à célébrer mes victoires seul. J'ai été diplômé major de ma promotion, j'ai obtenu une bourse d'études complète à l'université Northwestern, et mes parents ont manqué la cérémonie parce que Timothy avait une blessure mineure au football qui les obligeait à rester à la maison avec lui. Mon père dirigeait une entreprise de construction en difficulté, avec des bonnes et des mauvaises années. Il se plaignait constamment des finances, mais n'hésitait jamais à financer le nouvel intérêt de Timothy. Un mois, c'était un équipement de hockey coûteux. Le mois suivant, un voyage dans un camp de sport spécialisé au Colorado. Pendant ce temps, je travaillais les week-ends dans un café local pour payer mes propres fournitures scolaires et mes vêtements. Ma mère travaillait comme comptable dans un petit cabinet et gérait nos finances familiales. Elle était toujours prompte à me rappeler que le budget était serré chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Pourtant, les fonds apparaissaient comme par magie lorsque Timothy avait une demande. « Ton frère a besoin de ces opportunités pour son avenir », disait-elle, comme si mon avenir était moins important. L'université a été mon évasion. Bien que Northwestern ne soit qu'à un trajet en train de chez moi, je rendais rarement visite. Je cumulais 3 emplois à temps partiel, le matin dans un café, le soir à la bibliothèque du campus et les week-ends à faire du babysitting pour des professeurs. Chaque centime était destiné à construire mon indépendance. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en marketing et communication, encore une fois avec une présence minimale de ma famille. Timothy avait un match de football ce week-end-là qui, apparemment, ne pouvait pas être manqué. Quand j'ai reçu une offre d'emploi d'une prestigieuse agence de marketing à New York, j'ai vu cela comme mon billet pour une véritable indépendance. Mes parents ont été consternés que je parte si loin. Qui abandonne sa famille comme ça, a demandé ma mère en larmes, bien qu'elle n'ait jamais montré une telle émotion lors de mes départs précédents. C'est une énorme opportunité, maman, ai-je expliqué. Le salaire de départ est de 60 000 $ avec des avantages et un potentiel de croissance. Mon père a ricané. Le marketing, c'est juste faire de jolies images et gaspiller de l'argent. Tu devrais trouver un vrai travail ici. J'ai déménagé à New York 2 semaines plus tard avec 2 valises et une détermination brûlante. J'ai loué un minuscule appartement à Brooklyn avec 2 colocataires et je me suis lancé à corps perdu dans la construction de ma carrière. Pendant ce temps, Timothy a abandonné l'université pour se trouver, et mes parents l'ont soutenu entièrement, émotionnellement et financièrement. Au cours des 3 années suivantes, j'ai gravi les échelons de l'entreprise, tandis que Timothy a lancé et fait échouer 3 projets différents, un service d'entretien de pelouse, une boutique de souvenirs sportifs et un food truck. Chaque fois, mes parents ont investi des milliers de dollars pour voir l'argent disparaître. Pourtant, ces échecs étaient toujours expliqués comme de précieuses expériences d'apprentissage, tandis que mes promotions étaient qualifiées de coups de chance. Lors d'une visite particulièrement tendue pour Thanksgiving, il y a 4 ans, j'ai découvert que mes parents avaient contracté une 2e hypothèque pour financer le dernier projet de Timothy, un bar sportif qui montrait déjà des signes d'échec. Vous ne faites que l'assister, ai-je dit pendant le dîner. Il doit apprendre à se débrouiller seul. Le silence s'est fait à table.
Le visage de mon père est devenu rouge. Tu n'as aucun droit de juger nos décisions familiales alors que tu nous as abandonnés pour ta vie de luxe à New York. Je n'ai abandonné personne, ai-je répondu calmement. Je me suis construit une vie, ce que les adultes sont censés faire. Ma mère s'est mise à pleurer. Timothy est sorti en trombe et j'ai repris l'avion pour New York le lendemain matin au lieu de rester tout le week-end comme prévu. Notre communication est devenue encore plus tendue après cela. Les appels pour les fêtes sont devenus plus courts, les visites plus gênantes, et la distance émotionnelle entre nous s'est transformée en un gouffre qui semblait impossible à combler. Malgré tout, au fond de moi, je désirais toujours leur approbation, leur amour. J'ai continué à envoyer des cadeaux d'anniversaire, des cartes de Noël et des nouvelles occasionnelles de ma vie. Leur réponse était toujours brève et se concentrait davantage sur les dernières activités de Timothy que sur tout ce que je partageais. À 26 ans, j'avais été promue directrice de clientèle senior dans mon agence, j'avais mon propre appartement à Manhattan et je m'étais constitué un cercle d'amis fidèles qui sont devenus la famille de soutien dont j'avais toujours rêvé. J'avais appris à trouver le bonheur sans la validation de mes parents. Mais la blessure de leur favoritisme n'a jamais complètement guéri. J'étais loin de me douter que ma vie était sur le point de changer radicalement, et que la dynamique familiale à laquelle j'étais habitué serait mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'est lors du gala de charité annuel de l'hôpital pour enfants que j'ai rencontré Jackson Bennett pour la première fois. Mon agence de marketing avait été engagée pour organiser l'événement, et je courais partout pour m'assurer que tout était parfait quand je l'ai littéralement percuté près des tables de la vente aux enchères silencieuses. Je suis vraiment désolé, me suis-je excusé, mortifié d'avoir renversé une petite goutte d'eau sur sa veste de costume manifestement coûteuse. Il a souri chaleureusement. Pas de mal, mais je pense que vous m'avez peut-être évité d'enchérir sur ce vase hideux que je regardais juste par politesse. Son rire facile et la chaleur sincère de ses yeux bleus ont fait battre mon cœur. Nous nous sommes présentés, et quand il a dit s'appeler Jackson, j'ai simplement pensé qu'il était l'un des nombreux riches donateurs présents au gala. Il a posé des questions intelligentes sur l'œuvre de charité et semblait sincèrement intéressé par mon travail de coordination de l'événement. « Accepteriez-vous de dîner avec moi un de ces soirs ?» a-t-il demandé alors que la soirée touchait à sa fin. Je promets de ne rien porter qui montre les taches d'eau. J'ai accepté, et nous avons fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Il a suggéré un petit restaurant italien dans le village, pas l'établissement huppé auquel je me serais attendu de la part de quelqu'un participant à un gala aussi prestigieux. J'ai apprécié ce choix discret. Lors de ce premier dîner, Jackson était attentif et charmant. Il m'a dit qu'il travaillait dans la promotion immobilière, mais a rapidement orienté la conversation vers ma carrière et mes centres d'intérêt. Il semblait impressionné par mon parcours de Chicago à New York et la carrière que je m'étais bâtie. « Tu as fait tout ça sans relation familiale ni soutien ?» a-t-il demandé, avec une admiration sincère dans la voix. « C'est remarquable, Mélanie. » Pour notre troisième rendez-vous, il m'a emmené dans un jardin communautaire où il faisait du bénévolat le week-end, enseignant aux enfants des villes comment cultiver des légumes. En le regardant montrer patiemment à un groupe d'enfants de 8 ans comment planter des plants de tomates, je me suis sentie tomber amoureuse de cet homme gentil et sans prétention. Jackson conduisait une voiture agréable mais modeste, vivait dans un appartement confortable mais pas ostentatoire, et suggérait toujours des restaurants raisonnables pour nos rendez-vous. 6 mois après le début de notre relation, j'étais profondément amoureuse de l'homme attentionné et travailleur que je croyais qu'il était. Puis vint la nuit qui changea tout. Jackson m'a invité à une collecte de fonds au Metropolitan Museum of Art. À notre arrivée, le personnel l'a salué avec une déférence inhabituelle. Au cours de la soirée, le maire s'est arrêté pour discuter personnellement avec lui, et plusieurs chefs d'entreprise importants l'ont traité comme un ami proche. Confuse, j'ai chuchoté, « Jackson, pourquoi tout le monde te connaît ici ?» Il a semblé mal à l'aise pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt, Mélanie. Mon nom complet est Jackson Bennett, des entreprises Bennett. » La famille Bennett était une légende de l'immobilier new-yorkais, avec un patrimoine de plusieurs milliards. Ils possédaient des gratte-ciel, des centres commerciaux et des complexes résidentiels dans tout le pays. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je demandé plus tard dans la nuit, ressentant un étrange mélange de choc et de trahison. « Parce que les gens me traitent différemment quand ils savent, » a-t-il expliqué. Soit ils veulent quelque chose de moi, soit ils supposent que je suis un gosse de riche pourri gâté qui n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit. Quand je t'ai rencontré, je voulais juste être Jackson, le type que tu as bousculé à un événement caritatif, pas Jackson Bennett,
l'héritier d'un empire immobilier. J'ai compris son raisonnement, mais j'avais besoin de temps pour digérer cette révélation. Le fossé de richesse entre nous était stupéfiant. Je venais d'une famille qui luttait pour payer son hypothèque, tandis que la sienne avait des bâtiments à son nom. Est-ce que ça change les choses entre nous? A-t-il demandé, une inquiétude sincère dans les yeux. Après une sérieuse réflexion, j'ai réalisé que cela ne changeait pas l'essentiel. L'homme dont j'étais tombée amoureuse était toujours la même personne qui apprenait aux enfants à jardiner, qui se souvenait comment j'aimais mon café, qui écoutait attentivement quand je parlais de ma journée. Sa richesse était circonstancielle, pas déterminante. Je suis tombée amoureuse de toi, pas de ton compte en banque, lui ai-je dit la semaine suivante. Mais plus de secrets, d'accord? Notre relation s'est approfondie après cela. Jackson m'a présenté à ses parents, William et Eleanor Bennett, qui étaient étonnamment simples malgré leur immense richesse. William avait bâti leur empire à partir d'un seul immeuble qu'il avait acheté dans la vingtaine et n'avait jamais oublié ses racines de classe moyenne. Eleanor venait d'une famille aisée, mais avait consacré sa vie à la philanthropie. Ils m'ont accueilli chaleureusement, posant des questions réfléchies sur mon travail et ma vie. Nous n'avons jamais vu Jackson aussi heureux, m'a dit Eleanor lors d'un moment calme dans leur maison d'été des Hamptons. Tu l'ancres dans la réalité. 1 an et demi après notre rencontre, Jackson m'a demandé en mariage lors d'un pique-nique privé dans le jardin communautaire où nous avions eu notre 3e rendez-vous. La bague était magnifique mais de bon goût, et le moment était intime et personnel plutôt que tape à accent grave-l'œil ou public. Je t'aime pour ta force, ta compassion et ton intégrité, a-t-il dit, s'agenouillant parmi les plants de tomates. Veux-tu m'épouser, Mélanie? À travers des larmes de joie, j'ai dit oui. Quand nous avons discuté des plans de mariage, nous voulions tous les deux quelque chose de significatif plutôt que d'extravagant, malgré la richesse de sa famille. Nous avons opté pour une cérémonie de 150 invités dans un magnifique manoir historique du Connecticut que sa famille avait restauré et donné à une fondation pour la conservation. Mes parents voudront inviter la moitié de Manhattan, m'a prévenu Jackson. Mais je veux que ce jour soit à propos de nous, pas des entreprises Bennett. Ses parents nous ont surpris en respectant complètement nos souhaits. C'est votre journée, a dit William. Nous avons eu notre grand mariage mondain il y a 40 ans. Les temps changent. Avec le soutien de la famille de Jackson, j'espérais que ma propre famille pourrait enfin me voir clairement et partager mon bonheur. Cet espoir allait bientôt être mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai appelé mes parents un dimanche après-midi pour leur annoncer la nouvelle de mes fiançailles, tournant nerveusement ma nouvelle bague pendant que le téléphone sonnait. Après 3 ans à New York avec un minimum de visites, notre relation restait tendue mais cordiale. Maman, papa, j'ai une excellente nouvelle, ai-je dit quand ils ont répondu. Je suis fiancé. Un silence a suivi. Eh bien, c'est certainement une surprise, a finalement répondu ma mère. Qui est-ce? Quelqu'un de mon travail en marketing. Il s'appelle Jackson. Nous nous sommes rencontrés à un événement caritatif l'année dernière. Il travaille dans la promotion immobilière. L'immobilier? Mon père s'est légèrement redressé. Comme vendre des maisons ou quoi? Plutôt développer des propriétés, ai-je dit, restant intentionnellement vague. Jackson et moi avions convenu de les laisser apprendre à le connaître en tant que personne avant de révéler son origine familiale. Eh bien, j'espère qu'il a un travail stable. Le marché immobilier peut être instable, a commenté mon père. Quand est-ce qu'on rencontre ce Jackson, a demandé ma mère. Nous aimerions venir vous voir le mois prochain, ai-je offert. Nous pourrons dîner ensemble. Après avoir raccroché, je me suis senti déçu par leur réponse tiède. Pas de félicitations, pas d'enthousiasme, même pas une demande pour voir la bague. Jackson m'a serré fort dans ses bras. Donne-leur du temps, a-t-il murmuré. C'est un grand changement. 1 mois plus tard, Jackson et moi avons pris l'avion pour Chicago pour le week-end. Nous avions réservé un hôtel en ville, mais ma mère a insisté pour que nous restions chez eux. C'est absurde de rester à l'hôtel quand la famille a de la place, a-t-elle dit, bien que la perspective de partager ma chambre d'enfant avec mon fiancé soit pour le moins gênante. Le dîner fut tendu. Mes parents ont bombardé Jackson de questions sur ses revenus et ses perspectives de carrière, tandis que mon frère Timothy, maintenant âgé de 25 ans et travaillant sporadiquement dans un magasin de sport après sa 3e entreprise ratée, faisait des remarques désobligeantes. Alors, tu as réussi à dénicher un gars de New York, hein, a ricané Timothy au dessert,
toujours à viser plus haut que nous tous. Jackson a géré la situation inconfortable avec grâce, répondant à leurs questions honnêtement sans révéler la fortune de sa famille. Il a parlé de sa passion pour le développement urbain durable et de son travail bénévole dans les jardins communautaires. Tout ça semble très bien, a dit ma mère d'un ton dédaigneux, mais pas très pratique. Comment comptes-tu subvenir aux besoins d'une famille? Avant que Jackson ne puisse répondre, je suis intervenu. Jackson réussit très bien dans ce qu'il fait. Maman, nous sommes financièrement stables. La visite du week-end s'est terminée sans qu'aucun lien réel ne soit établi. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère m'a prise à part. Il a l'air assez gentil, Mélanie, mais es-tu sûre de toi? Tu as toujours eu des plans si ambitieux. Le mariage peut limiter les options d'une femme. L'ironie de son inquiétude après des années à minimiser mes ambitions ne m'a pas échappé. Je suis sûr, maman. Jackson soutient entièrement ma carrière. 2 mois plus tard, nous avons invité ma famille à New York pour poursuivre la planification du mariage. Cette fois, nous avons organisé un dîner dans le penthouse de la famille Bennett avec vue sur Central Park, décidant qu'il était temps d'être transparent sur les origines de Jackson. La transformation de l'attitude de mes parents a été immédiate et troublante lorsqu'ils ont réalisé qu'ils se trouvaient dans la maison de William Bennett, dont ils reconnaissaient le nom dans les magazines économiques et les actualités. Tu ne nous as jamais dit que Jackson était un Bennett, a sifflé ma mère quand elle m'a attrapé seul dans la cuisine. Son ton était accusateur plutôt que joyeux pour moi. Je voulais que vous le connaissiez d'abord en tant que personne, ai-je expliqué. À partir de ce moment, l'intérêt de mes parents pour le mariage a augmenté de façon spectaculaire. Soudain, ma mère avait des opinions sur les fleurs, les lieux et les listes d'invités. Mon père a commencé à mentionner l'esprit d'entreprise de Timothy à William à chaque occasion. Mon frère a ce concept incroyable pour un centre d'entraînement sportif, a-t-il dit au père de Jackson pendant le dîner. Il a juste besoin d'investisseurs qui peuvent voir sa vision. J'ai regardé, embarrassé, ma famille se transformer en personnes que je reconnaissais à peine, flattant les Bennett et laissant tomber des allusions à des opportunités d'affaires. 3 mois avant le mariage, ma mère a appelé avec une liste de 20 invités supplémentaires. Elle voulait inviter principalement des contacts professionnels de mon père et des parents éloignés qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour ma vie auparavant. Maman, nous avions convenu d'un petit mariage. Le lieu ne peut pas accueillir plus de monde. Mais ce sont des relations importantes, Mélanie. Ton père pourrait vraiment profiter de l'opportunité de réseautage avec le cercle des Bennett. C'est mon mariage, pas un événement de réseautage, ai-je dit fermement. La conversation a dégénéré à partir de là. Ma mère m'a rappelé tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi, bien que j'ai du mal à identifier quels étaient ces sacrifices. L'appel s'est terminé avec elle menaçant que si certaines personnes n'étaient pas invitées, ils pourraient ne pas venir eux-mêmes. Laisse-les se calmer, m'a conseillé Jackson quand je lui ai parlé de l'appel. Ils ne manqueront pas le mariage de leur fille. Une semaine avant le mariage, la confrontation finale a eu lieu. Mes parents et Timothy étaient venus à New York, soi-disant pour aider aux préparatifs de dernière minute, bien qu'ils aient surtout passé leur temps à faire du shopping et à demander des introductions aux associés de Jackson. Lors de la séance de planification du dîner de répétition, ma mère a de nouveau abordé la liste des invités. J'ai pris la liberté de confirmer la présence des Harris et des Schmidt, a-t-elle annoncé, nommant des associés de mon père. Ils ont tellement hâte d'y être. Maman, ces gens ne sont pas invités, ai-je dit fermement. La liste des invités a été finalisée il y a des mois. Ne sois pas égoïste, Mélanie, a interjeté mon père. C'est un événement familial, et ces gens sont importants pour nous. C'est mon mariage, papa. C'est moi qui décide qui vient. Timothy a ricané. Typique de Mélanie. Toujours à se croire meilleur que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu épouses un riche que tu peux oublier d'où tu viens. Quelque chose en moi a craqué. Des années à être négligé, sous-évalué et manipulé ont culminé à ce moment-là. D'où je viens, ai-je répété. D'où je viens, j'étais ignoré, sauf quand ça vous arrangeait de me reconnaître. D'où je viens, Timothy a tout eu pendant que je cumulais 3 emplois pour payer mes études. D'où je viens, j'ai appris que je ne pouvais compter que sur moi-même. Le silence s'est fait dans la pièce. Jackson a serré ma main pour me soutenir. Si c'est ce que tu ressens, a dit ma mère froidement, peut-être devrions-nous reconsidérer notre présence. C'est votre choix, ai-je répondu, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade.
Mais ce mariage aura lieu selon mes termes, avec ou sans vous. Ils ont quitté le restaurant en furie, et j'ai passé la soirée à pleurer dans les bras de Jackson, partagé entre le soulagement d'avoir tenu bon et le chagrin de la perte potentielle de ma famille le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Ils reviendront sur leur décision, m'a assuré Jackson. Aucun parent ne manquerait le mariage de sa fille pour une liste d'invités. Je voulais le croire, mais le nœud dans mon estomac suggérait le contraire. Le matin de mon mariage est arrivé avec un soleil radieux qui filtrait par les fenêtres de la suite de l'hôtel. J'y avais passé la nuit avec mes demoiselles d'honneur, suivant la tradition de ne pas voir le marié avant la cérémonie. L'excitation papillonnait dans mon estomac à l'idée d'épouser Jackson dans quelques heures, mais elle était teintée d'anxiété concernant ma situation familiale. Après notre dispute, mes parents et Timothy avaient maintenu un silence glacial. Ils s'étaient enregistrés à leur hôtel il y a 3 jours et avaient assisté au dîner de répétition avec une politesse rigide. J'avais espéré que l'atmosphère festive pourrait détendre les relations, mais ils sont restés distants. Pourtant, ils étaient là, et c'était déjà quelque chose. À 9h30 du matin, ma demoiselle d'honneur, Rachel, a appelé la chambre d'hôtel de mes parents pour coordonner le transport vers le lieu où nous devions nous préparer ensemble. C'est étrange, a-t-elle dit en raccrochant. Personne ne répond. Et c'est la chambre de Timothy, ai-je suggéré, essayant d'ignorer le malaise grandissant dans ma poitrine. Encore une fois, pas de réponse. Ils sont probablement partis déjeuner, ai-je raisonné, bien que le doute s'insinue dans ma voix. Ou peut-être sont-ils déjà en route pour le lieu de la cérémonie. 1 heure plus tard, toujours sans nouvelles de ma famille, j'ai appelé directement la réception de l'hôtel. Je suis désolé, mademoiselle Harris, mais il semble que les clients de ces chambres ont quitté l'hôtel tôt ce matin, vers 5 heures, m'a informé le réceptionniste. Le monde a semblé basculer sous mes pieds. Ce n'est pas possible. C'est mon mariage aujourd'hui. C'est ma famille. Rachel m'a passé le bras autour des épaules tandis que le réceptionniste confirmait que oui, les chambres avaient bien été libérées et qu'un message avait été laissé pour moi à la réception. Pendant que mes demoiselles d'honneur échangeaient des regards inquiets, Rachel s'est portée volontaire pour aller à l'hôtel récupérer le message. Les 30 minutes de son absence m'ont paru des années. Mon esprit parcourait toutes les possibilités, chacune pire que la précédente. Quand Rachel est revenue, son expression m'a tout dit avant même qu'elle ne me tende l'enveloppe. Les doigts tremblants, je l'ai ouverte et j'ai lu la seule phrase écrite de l'écriture précise de ma mère, « Voyons comment tu affronteras les invités quand nous ne serons pas présents à ton mariage. » Une petite note y était attachée, expliquant qu'ils avaient décidé d'utiliser l'argent qu'ils avaient mis de côté pour le nouveau projet de Timothy pour faire un voyage familial improvisé à Paris, puisqu'il était clair que je n'appréciais plus leur présence dans ma vie. La douleur qui m'a transpercé était sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient abandonné le jour de mon mariage, mais la cruauté calculée de leur acte, conçu pour m'humilier devant tous ceux que je connaissais. Ils avaient planifié leur départ pour que je le découvre trop tard pour prendre d'autres dispositions. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, ai-je murmuré, les larmes menaçant de couler. Qui fait ça à sa propre fille? Rachel a pris la note de mes mains tremblantes. Ces gens ne méritent pas tes larmes, Mélanie. Pas aujourd'hui. Mais que vont penser les gens, ai-je demandé, imaginant les chuchotements, la pitié, les sièges vides où ma famille aurait dû être, la danse père-fille, les photos de famille, toutes les traditions. Appelle Jackson, a gentiment suggéré Rachel. Il doit savoir. En larmes, j'ai expliqué la situation à mon futur mari. Sans hésiter, il a dit, j'arrive. Mais ça porte malheur. Je me fiche des superstitions. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Rien d'autre ne compte. 20 minutes plus tard, Jackson est arrivé à ma suite d'hôtel, beau dans son pantalon de smoking et sa chemise, la cravate lâche autour du cou. Quand il m'a vu, toujours en peignoir avec les joues tachées de larmes, il m'a prise dans ses bras. Je suis tellement désolé, Mélanie, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire, ai-je demandé d'une petite voix. Tout le monde va parler du fait que ma propre famille n'est pas venue. Jackson a pris mon visage entre ses mains. Écoute-moi. Aujourd'hui reste notre journée. Rien ni personne ne peut nous l'enlever. Nous avons des gens qui nous aiment et qui attendent de célébrer avec nous. Mes parents t'adorent. Tes amis sont là. C'est ça, notre vraie famille. Pendant que je digérais ces paroles, Jackson passait déjà des appels.
D'abord à ses parents pour leur expliquer la situation, puis à l'organisatrice du mariage pour ajuster la cérémonie. William et Eleanor Bennett sont arrivés à l'hôtel moins d'une heure après. Eleanor a immédiatement pris les choses en main, avec cette manière douce mais efficace qui avait fait d'elle une philanthrope légendaire. « Mélanie, ma chérie », a-t-elle dit en prenant mes mains dans les siennes, « je sais que nous ne pouvons pas remplacer tes parents, mais William serait honoré de t'accompagner jusqu'à l'hôtel si tu le lui permets. » De nouvelles larmes ont jailli de mes yeux, mais celle-ci était différente. « J'adorerais », ai-je réussi à dire. « Et pour ce qui est des devoirs de la mère de la mariée », a-t-elle continué avec un sourire chaleureux, « je serais ravi de t'aider à te préparer si cela te convient. » Pour la première fois depuis la découverte de la note, j'ai senti une lueur d'espoir que la journée ne serait peut-être pas gâchée après tout. Alors que j'étais assise à la coiffeuse pendant que le coiffeur faisait des merveilles, Eleanor m'a raconté des anecdotes sur le track de son propre mariage et sur Jackson quand il était petit garçon. Elle m'a aidé à enfiler ma robe, à ajuster mon voile et à attacher le collier de perles de ma grand-mère autour de mon cou avec une telle tendresse maternelle que j'en ai presque oublié le chagrin du matin. « Tu es absolument magnifique », a-t-elle dit, les yeux humides. Jackson est l'homme le plus chanceux du monde aujourd'hui. Juste au moment où nous nous préparions à partir pour le lieu de la cérémonie, on a frappé à la porte. Rachel a ouvert et a découvert une femme d'une soixantaine d'années avec des yeux familiers qui correspondaient aux miens. Tante Diane, la sœur de ma mère, que je n'avais pas vue depuis des années à cause d'une brouille familiale, se tenait sur le seuil, tenant un petit sac cadeau. « J'ai entendu dire par des bruits de couloir que tu te mariais aujourd'hui », a-t-elle dit. Puis j'ai reçu un appel très inattendu d'un jeune homme nommé Jackson qui pensait que je voudrais peut-être être là. J'ai regardé Jackson avec étonnement. Il avait retrouvé ma tante brouillée sans me le dire. Je ne manquerai pour rien au monde le mariage de ma nièce préférée, a continué tante Diane en s'avançant pour m'embrasser, surtout quand j'ai appris ce que tes parents ont fait. Certaines personnes ne changent jamais, malheureusement. Avec mes futurs beaux-parents et ma tante qui m'offrait le soutien familial que j'avais toujours désiré, j'ai senti mon moral remonter. Le mariage aurait lieu, et peut-être serait-il encore plus significatif que je ne l'avais imaginé. Au moment où nous sommes arrivés au manoir historique pour la cérémonie, j'étais passé du choc et du désespoir à un étrange sentiment de calme et de détermination. Les magnifiques jardins étaient ornés de roses blanches et d'hortensias, exactement comme je l'avais imaginé. Les invités prenaient déjà place dans le jardin où la cérémonie devait avoir lieu. Dans la suite nuptiale, entouré de mes demoiselles d'honneur, de ma tante Diane et d'Eleanor, j'ai ressenti une vague de gratitude qui a momentanément éclipsé ma douleur. « Es-tu prête pour ça ?» a demandé Rachel, ajustant mon voile une dernière fois. Plus prête que je ne l'ai jamais été, ai-je répondu avec une certitude nouvelle. L'organisatrice de mariage a passé la tête. Tout le monde est assis, il y a des gens des médias à l'extérieur. Apparemment, quelqu'un leur a dit que les Bennett sont ici. C'était inattendu. Bien que la famille de Jackson soit en vue, nous avions travaillé dur pour garder le mariage privé. Eleanor a soupiré. Je suis vraiment désolé, Mélanie. Les chroniqueurs mondains finissent toujours par le savoir. William a demandé à la sécurité de les maintenir à distance. Ce n'est pas grave, les jeux assurés. Laissez-les prendre leurs photos de loin. Je n'ai rien à cacher aujourd'hui. Quand la musique a commencé, signalant le début du cortège, William est apparu à la porte de la suite nuptiale. Beau dans son smoking avec une boutonnière de rose blanche, il m'a offert son bras. « C'est un honneur de te remplacer aujourd'hui, Mélanie », a-t-il dit gentiment, même si je sais que ce n'est pas comme ça que tu imaginais ton mariage. « Merci d'être là », ai-je répondu, retenant mes larmes. Cela signifie plus que je ne peux le dire. Alors que nous nous préparions à descendre l'allée, William a serré ma main. « Souviens-toi, tu gagnes une famille aujourd'hui, tu n'en perds pas une. » Le jardin était magique lorsque nous sommes sortis du manoir. Les 150 invités se sont tournés pour nous regarder, et je pouvais lire à la fois la curiosité et la sympathie dans certaines de leurs expressions. De toute évidence, la nouvelle de l'absence de mes parents s'était répandue. Mais ensuite, j'ai vu Jackson debout à l'autel, me regardant avec un tel amour que tout le reste s'est estompé. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens pendant que William et moi descendions l'allée. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que j'étais exactement là où je devais être. La cérémonie a été plus émouvante que je ne l'avais prévu. Quand l'officiant a demandé « Qui donne cette femme en mariage ?», la voix de William a retenti, claire et forte. Sa tante, ma femme et moi-même. Tante Diane,
assise au premier rang à côté d'Eleanor, a essuyé ses larmes. Les vœux de Jackson m'ont fait rire et pleurer. Mélanie, je promets d'être ton partenaire et ton égal en toutes choses. Je promets de soutenir tes rêves avec autant de ferveur que tu les poursuis. Je promets de créer avec toi une famille basée sur le respect, l'admiration et un amour indéfectible, la famille que nous méritons tous les deux. Ma voix tremblait légèrement en récitant mes propres vœux, surtout quand j'ai atteint la phrase sur la famille. Jackson, je promets de construire avec toi un foyer où l'amour n'est jamais conditionnel et où le soutien n'est jamais retiré. Je promets d'être ton refuge, comme tu as été le mien. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, les applaudissements de nos invités ont semblé balayer les derniers vestiges de ma tristesse. Jackson m'a embrassé avec une telle tendresse que j'ai cru que mon cœur allait éclater de bonheur. La réception qui a suivi était tout ce que nous avions prévu et plus encore. La salle de bal du manoir historique était transformée avec un éclairage doux, des arrangements floraux, et des tables dressées avec de la porcelaine fine et du cristal. Un quatuor à cordes a joué pendant le dîner, suivi par un orchestre pour la danse. J'avais craint que la table vide réservée à ma famille proche ne soit un rappel douloureux de leur absence, mais Eleanor avait discrètement fait retirer la table et ajuster le plan de salle, de sorte qu'il n'y avait pas de vide évident. Pendant le dîner, j'ai remarqué plusieurs photographes capturant discrètement l'événement à distance. Une journaliste locale spécialisée dans la vie mondaine était parmi les médias autorisés, prenant des notes pour ce qui serait probablement un article dans le journal du week-end. Les mariages de la famille Bennett étaient apparemment un événement digne d'intérêt dans les cercles sociaux de New York. La traditionnelle danse père-fille avait été une source d'anxiété pour moi, mais William a suggéré une belle alternative. Et si nous invitions toutes les figures parentales importantes de la salle à nous rejoindre pour une danse spéciale, a-t-il proposé. Toi et moi pouvons commencer. Ensuite, Jackson et Eleanor se joindront à nous, puis nous pourrons inviter tous les parents et leurs enfants sur la piste. Ainsi, cela devient une célébration des liens familiaux de toutes sortes. L'idée était parfaite. Quand l'orchestre a annoncé la danse modifiée, William m'a conduite sur la piste avec une telle dignité et chaleur que je me suis senti vraiment traverser ce moment avec grâce. À mi-chemin de la chanson, Jackson et Eleanor nous ont rejoints, suivis par d'autres pères parents-enfants jusqu'à ce que la piste de danse soit pleine de gens célébrant diverses formes d'amour familial. Le point culminant de la réception est venu pendant les discours. Après les toasts traditionnels du témoin et de la demoiselle d'honneur, Jackson s'est levé et a demandé l'attention de tous. Aujourd'hui a été un puissant rappel que la famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, a-t-il dit, sa voix forte d'émotion. La famille, c'est ceux qui sont là pour vous, qui célèbrent vos joies et aident à porter vos peines. Mélanie, tu m'as montré ce qu'est la vraie force. Ta capacité à créer de la lumière à partir de l'obscurité m'émerveille chaque jour. Il a levé son verre. À ma femme, qui m'a appris que nous pouvons choisir notre famille, et aujourd'hui, nous nous sommes choisis l'un l'autre par-dessus tout. La salle a éclaté en applaudissements alors que je regardais les visages des amis qui étaient devenus une famille, de tante Diane qui avait surmonté de vieilles querelles pour être à mes côtés, de William et Eleanor qui étaient intervenus avec une telle générosité d'esprit. J'ai réalisé que j'étais entouré de plus d'amour que je n'en avais jamais connu dans la maison de mes parents. Plus tard, alors que Jackson et moi partagions notre première danse en tant que mari et femme, il a murmuré « Est-ce que ça va ?» Je lui ai souri, surprise par la vérité de ma réponse. Je vais plus que bien. Je suis exactement là où je suis censé être, avec exactement les bonnes personnes. Le mariage que mes parents avaient essayé de ruiner était devenu un puissant témoignage de la famille choisie et de l'amour véritable. Alors que nous dansions sous des lumières scintillantes, entourés de gens qui tenaient vraiment à nous, j'ai ressenti un sentiment de liberté inattendu. L'abandon qui devait me briser m'avait en fait libéré d'une vie passée à chercher une approbation que je ne recevrais jamais. L'équipe de nouvelles locales qui avait été autorisée à filmer de brefs extraits de la réception pour les pages mondaines a capturé notre danse, le rôle de remplaçant émouvant de William et l'affection évidente entre la famille Bennett et leur nouvelle belle-fille. J'étais loin de me douter de l'importance que cette couverture médiatique prendrait dans les jours à venir. Après le mariage, Jackson et moi sommes partis pour notre lune de miel de 2 semaines à Bali. Nous avions choisi de nous déconnecter complètement du monde extérieur, pas de téléphone, pas de mails, pas de réseaux sociaux. C'était exactement ce dont j'avais besoin, une chance de digérer tout ce qui s'était passé et de commencer notre vie de mariés dans un paradis paisible. Nous avons séjourné dans une villa privée surplombant l'océan Indien, passé nos journées à explorer des temples anciens, à nager dans des eaux cristallines et à nous immerger dans la culture locale.
Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement présent et en paix. La douleur de la trahison de mes parents refaisait surface de temps en temps, mais l'amour de Jackson et la beauté pure de notre environnement aidaient à la tenir à distance. « Tu veux en parler ?» a demandé Jackson un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis notre terrasse. « De mes parents ?» ai-je soupiré. J'essaie toujours de comprendre comment ils ont pu faire quelque chose d'aussi cruel. Qui abandonne sa fille le jour de son mariage? Jackson a pris ma main. Des gens qui sont tellement consumés par leurs propres désirs qu'ils ne peuvent pas voir la douleur qu'ils causent aux autres. Ça en dit long sur eux, et rien sur toi. Pendant ce temps, à notre insu, aux États-Unis, notre mariage avait fait grand bruit dans les médias. Le nom Bennett assurait une couverture dans plusieurs pages mondaines, mais l'aspect humain de l'histoire de William m'accompagnant jusqu'à l'hôtel avait attiré une attention supplémentaire. L'histoire avait été reprise par une émission matinale nationale qui a fait un court reportage sur les familles modernes et les traditions de mariage. Ce que nous n'avons découvert qu'à notre retour, c'est que cette couverture avait atteint Paris, où mes parents et Timothy profitaient de leurs vacances spontanées. Selon tante Diane, qui nous a tout raconté plus tard, ils prenaient leur petit déjeuner à leur hôtel quand ils ont vu le reportage télévisé présentant les temps forts du mariage, Bennett Harris, comme on l'appelait. Les images montraient clairement William m'accompagnant jusqu'à l'hôtel, Eleanor ajustant mon voile, et la somptueuse réception au manoir historique. Le journaliste a mentionné que les parents de la mariée n'avaient pas pu assister, mais que la famille du marié était intervenue avec une grâce extraordinaire. Mes parents ont immédiatement essayé de me joindre, appelant mon portable à plusieurs reprises. Selon mon téléphone, que j'avais rallumé en atterrissant à New York, ils avaient appelé 65 fois pendant notre lune de miel et laissé 27 messages vocaux. Timothy avait ajouté une douzaine d'appels de son côté. Le premier message vocal était de ma mère. Sa voix était anormalement aiguë, « Mélanie. Nous venons de voir ton mariage à la télévision. Tu ne nous as jamais dit que Jackson était de cette famille Bennett. Appelle-nous immédiatement. » Les messages suivants allaient de demandes d'explications à des expressions peu convaincantes de regret concernant le « malentendu » de leur absence. Pas une seule fois ils n'ont présenté d'excuses sincères pour ce qu'ils avaient fait. « Tu vas les rappeler ?» a demandé Jackson alors que nous nous installions dans notre nouvel appartement, un spacieux 3 pièces dans un immeuble appartenant au Bennett dans l'Upper East Side. J'ai réfléchi attentivement à la question. Pas encore. J'ai besoin de temps pour décider quel genre de relation je veux avoir avec eux à l'avenir, si tant est que j'en veuille une. Notre première semaine de retour de lune de miel a été remplie de cartes de remerciements, de déballage des cadeaux de mariage et d'installation dans la vie conjugale. Parmi les cadeaux, plusieurs provenaient de personnalités new-yorkaises et d'associés des Bennett qui avaient assisté au mariage, y compris un magnifique vase en cristal du maire et de sa femme. J'étais en train d'arranger des fleurs dans ce vase quand le portier a appelé pour annoncer que mes parents et mon frère étaient dans le hall et demandaient à monter. Ils se sont pointés. Sans appeler d'abord, ai-je demandé, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Jackson, posant sa main sur mon épaule pour me soutenir. Après une profonde inspiration, j'ai hoché la tête. Laisse-les monter. Nous devons gérer ça tôt ou tard. Quelques minutes plus tard, ma famille se tenait maladroitement dans notre salon, observant le spacieux appartement avec ses hauts plafonds et ses vues sur Central Park. Ma mère avait tenté de s'habiller pour l'occasion avec ce qui était clairement une nouvelle tenue de créateur, tandis que mon père et Timothy semblaient mal à l'aise en tenue de ville. Mélanie. Ma mère a commencé, s'avançant pour une étreinte que je n'ai pas rendue. Nous étions si inquiets. Tu n'as jamais retourné nos appels. J'étais en lune de miel, ai-je répondu d'un ton neutre. La lune de miel qui a suivi le mariage où vous m'avez délibérément abandonné. Mon père s'est éclairci la gorge. Il semble y avoir eu un malentendu. Un malentendu, ai-je répété, incrédule. Vous m'avez laissé une note spécifiquement conçue pour me blesser. Vous avez dit, et je cite, « Voyons comment tu affronteras les invités quand nous ne serons pas présents à ton mariage. » Comment exactement étais-je censé mal comprendre cela? Nous étions contrariés, a dit ma mère sur la défensive. Tu as refusé d'inclure des personnes qui sont importantes pour nous. C'était le jour de mon mariage, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Le seul jour qui aurait dû être à propos de Jackson et moi, et vous en avez fait un jeu de pouvoir. Un silence gênant s'est installé. Timothy s'est approché pour examiner une œuvre d'art sur le mur, un cadeau de mariage d'un ami de la famille de Jackson. C'est un original, a-t-il demandé en montrant la signature. Jackson a hoché la tête. Oui,
L'artiste est un ami de mes parents. Timothy a sifflé. Ça doit être sympa de se marier dans une famille riche. Ça suffit, ai-je lâché. Si vous êtes venu pour vous excuser, je vous écoute. Si vous êtes venu pour autre chose, je pense que vous devriez partir. L'expression de ma mère a changé pour une que je reconnaissais de mon enfance. Le regard qu'elle utilisait pour tenter de lisser les choses désagréables. Bien sûr que nous sommes désolés de ce qui s'est passé, ma chérie. C'était une terrible erreur. Nous étions juste tellement blessés par ton refus de faire des compromis. Des compromis, a interjeté Jackson, sa voix normalement calme tendue de colère. Vous avez abandonné votre fille le jour de son mariage. Vous avez délibérément essayé de l'humilier. Ce n'est pas un malentendu ou une erreur. C'était une décision calculée. Mon père s'est gonflé d'un air défensif. Maintenant, écoutez-moi, jeune homme. Non, c'est vous qui allez m'écouter, a répondu fermement Jackson. Vous n'avez aucune idée de ce que Mélanie a traversé ce jour-là. Dieu merci, elle avait des gens autour d'elle qui se soucient réellement de son bonheur. Les yeux de ma mère se sont légèrement rétrécis avant qu'elle ne force un sourire. Bon, de l'eau a coulé sous les ponts maintenant. Nous sommes une famille après tout. Nous devrions nous concentrer sur l'avenir. En parlant d'avenir, a ajouté mon père, soudain enthousiaste, Timothy a développé ce concept de centre d'entraînement sportif. Nous pensions que nous pourrions peut-être organiser une réunion avec ton beau-père pour discuter des opportunités d'investissement potentielles. Leur audace était stupéfiante. Ils étaient venus sans prévenir, avaient offert des excuses à demi-mot qui n'en étaient pas, et avaient immédiatement pivoté vers ce qu'ils voulaient de mes nouvelles relations familiales. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement. Vous avez utilisé l'argent que vous aviez mis de côté pour l'entreprise de Timothy pour faire un voyage de dépit à Paris, pour m'abandonner le jour de mon mariage, et maintenant vous voulez que j'organise le financement pour ce même projet d'entreprise. Timothy a haussé les épaules. La famille, ça s'entraide, non? N'est-ce pas de ça qu'il s'agit? Jackson et moi avons échangé un regard d'incrédulité. Avant que l'un de nous ne puisse répondre, ma mère a repéré une photo du mariage, une de moi avec William, Eleanor et tante Diane. Tu as invité Diane, a-t-elle demandé sèchement, après tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tante Diane a fait exactement, encore, ai-je demandé. Être en désaccord avec toi sur le traitement de la succession de grand-mère par papa? Se défendre quand tu as essayé de contrôler ses choix de vie? Parce que de mon point de vue, cela ne semble pas être des péchés impardonnables. Tu as changé, a accusé mon père. New York et ses gens riches t'ont changé. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas changé. J'ai juste finalement accepté ce que j'ai toujours su au fond de moi, que votre amour était conditionnel. La seule différence maintenant, c'est que je n'accepte plus ces conditions. Alors c'est tout, a demandé ma mère. Tu choisis ces gens que tu connais à peine plutôt que ta propre famille. Je choisis de m'entourer de gens qui se soucient sincèrement de mon bonheur, les jeux corrigés. Je choisis le respect plutôt que la manipulation. Je choisis un amour qui ne vient pas avec des conditions. Et où est-ce que ça nous laisse, a exigé mon père. Je les ai regardés, vraiment regardés, peut-être pour la première fois, les voyant clairement comme les personnes imparfaites et égoïstes qu'ils étaient, plutôt que les parents que j'avais toujours souhaité qu'ils soient. C'est à vous de décider, ai-je répondu honnêtement. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, elle devra être basée sur le respect mutuel. Plus de favoritisme, plus de manipulation, plus de traitement comme si je n'avais d'importance que lorsque je vous suis utile. Et si nous voulons faire la connaissance de la famille de Jackson, a demandé Timothy, son intention transparente. Ça n'arrivera pas, a déclaré fermement Jackson. Ma famille n'est pas une opportunité de réseautage. La visite s'est terminée peu après, avec des adieux tendus et aucune résolution réelle. Alors que la porte se fermait derrière eux, je me suis appuyé contre elle, émotionnellement épuisé. Est-ce que ça va, a demandé Jackson, me prenant dans ses bras. Je pense que ça ira, ai-je répondu, me surprenant de la véracité de mes paroles. Pour la première fois, je n'ai pas cédé à leur culpabilisation ou à leur manipulation. Ça ressemble à un progrès. Au cours des mois suivants, mes parents ont fait des tentatives sporadiques pour me contacter, agissant à chaque fois comme si notre confrontation n'avait jamais eu lieu. Ils ont envoyé une carte de Noël avec une photo de famille de leur voyage à Paris. Ils ont appelé pour mon anniversaire sans mentionner l'abandon du jour du mariage.
Timothy envoyait des SMS de temps en temps, généralement avec des demandes à peine voilées sur les relations d'affaires de Jackson. J'ai maintenu des limites polies mais fermes, m'engageant au minimum et n'initiant jamais le contact. C'était douloureux mais libérateur, comme si on perçait un abcès qui mûrissait depuis des années. 6 mois après notre mariage, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. Avec le soutien indéfectible de Jackson et quelques conseils stratégiques de William, j'ai quitté mon emploi en marketing pour créer ma propre agence, spécialisée dans les organisations à but non lucratif et les entreprises sociales. Les relations des Bennett m'ont ouvert quelques portes, mais j'étais déterminé à construire quelque chose par mes propres mérites. Tu as le talent et la vision, m'a assuré Jackson. Les relations te permettent juste d'entrer dans la pièce. Ce que tu fais une fois que tu y es, c'est entièrement toi. Mon premier client majeur a été une fondation œuvrant pour le soutien des étudiants de première génération, offrant des bourses et du mentorat. La cause résonnait profondément avec ma propre expérience de la navigation dans l'éducation sans soutien familial. Nous avons développé une campagne qui a augmenté leur don de 40% au premier trimestre. À mesure que mon entreprise se développait, je me suis retrouvé à fixer des limites dans d'autres domaines de ma vie également. J'ai refusé des invitations à des événements où l'on s'attendait à ce que je joue le rôle de « l'épouse Bennett », plutôt que d'être reconnu pour mes propres accomplissements. Eleanor a soutenu cela complètement. J'ai passé mes 10 premières années en tant qu'épouse de William à être présentée comme Madame Bennett avant de trouver ma propre voie dans la philanthropie, m'a-t-elle confié. Tiens bon maintenant et tu ne le regretteras jamais. Ma relation avec mes parents est restée compliquée. Nous avons établi un schéma d'appel téléphonique pour les fêtes et de mets occasionnels, mais l'intimité émotionnelle qui devrait exister entre parents et enfants ne s'est jamais développée. J'ai accepté cela avec un mélange de tristesse et de soulagement, comprenant que certaines relations ont des limites inhérentes. Timothy a continué à lancer des entreprises qui échouaient inévitablement, et mes parents ont continué à le renflouer. Lorsqu'ils laissaient parfois entendre qu'ils avaient eux-mêmes besoin d'une aide financière, je leur proposais de payer des services de conseil financier au lieu de leur donner de l'argent directement. Ils déclinaient toujours. Tu ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas changer, m'a rappelé tante Diane lors de l'un de nos déjeuners désormais réguliers. Tes parents jouent les mêmes rôles depuis 30 ans. Ils ne savent pas être différents. Retrouver tante Diane avait été une bénédiction inattendue de la débâcle du mariage. Elle avait reconstruit sa vie après des conflits similaires avec ma mère des années auparavant, et sa perspective m'a aidé à naviguer dans mon propre processus de guérison. Le plus difficile en fixant des limites avec la famille, m'a-t-elle dit, c'est d'accepter qu'ils ne comprendront peut-être jamais pourquoi tu as dû les fixer. 1 an après notre mariage, Jackson et moi avons décidé de créer une fondation axée sur le soutien aux jeunes adultes issus de milieux familiaux difficiles. Nous avons financé des bourses, une aide au logement et des services de thérapie pour les personnes en transition d'environnements familiaux toxiques vers une vie d'adulte indépendante. Grâce à ce travail, j'ai rencontré d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires de rupture familiale ou d'amour conditionnel. Chaque histoire a renforcé le fait que je n'étais pas seul, que le dysfonctionnement familial prend de nombreuses formes et que la guérison est possible même lorsque la réconciliation ne l'est pas. Tu as transformé ta douleur en une mission, m'a dit une jeune boursière. C'est la réponse la plus puissante à la blessure que je puisse imaginer. 18 mois après notre mariage, Jackson et moi avons découvert que nous attendions un bébé. La joie que nous avons ressentie était tempérée par des questions complexes sur la manière dont notre enfant se rapporterait à ses 4 grands-parents. Je veux que notre enfant connaisse tes parents, ai-je dit à Jackson un soir alors que nous discutions de l'avenir. Ils nous ont montré ce qu'est une famille aimante et solidaire. Et tes parents, a-t-il demandé doucement. J'ai soupiré. Je ne les couperai pas complètement des ponts, mais je ne laisserai jamais notre enfant seul avec eux, et je ne leur permettrai jamais de jouer aux favoris ou de manipuler notre enfant comme ils l'ont fait avec moi. Lorsque nous avons annoncé la grossesse aux 2 familles, le contraste des réactions a été révélateur. William et Eleanor ont envoyé des fleurs, offert un soutien pratique sans être envahissant, et posé des questions réfléchies sur nos plans et préférences. Mes parents ont immédiatement commencé à parler de leur petit bébé, et à faire des suppositions sur les visites et les arrangements de garde d'enfants sans nous consulter. Ils semblaient voir la grossesse comme un bouton de réinitialisation automatique de notre relation tendue. Le bébé n'efface pas le passé, ai-je expliqué fermement lors d'un appel téléphonique difficile. Être grand-parent est un privilège, pas un droit, et cela s'accompagne de la responsabilité de nous respecter en tant que parents. Cette conversation a conduit à un nouveau refroidissement des relations, mais je suis resté ferme.
Ma principale responsabilité était désormais de protéger ma famille grandissante et de créer un environnement sain pour notre enfant. À l'approche de ma date d'accouchement, j'ai souvent réfléchi au parcours qui m'avait mené jusqu'ici. Le jour du mariage, qui aurait dû être traumatisant, était devenu un puissant tournant, me forçant à affronter des schémas familiaux qui avaient causé de la douleur pendant des décennies. Je n'aurais jamais pensé dire ça, ai-je dit à Jackson un soir alors que nous étions assis sur notre terrasse à regarder le soleil se coucher sur Central Park. Mais je suis presque reconnaissante de ce que mes parents ont fait. S'ils étaient simplement venus et avaient fait semblant, j'aurais peut-être passé des années de plus à essayer de gagner leur approbation ou de changer leur comportement. Leur pire moment t'a forcé à voir la vérité, a observé Jackson. Et à construire quelque chose de mieux. Ai-je ajouté en posant sa main sur mon ventre qui s'arrondissait. Notre enfant ne se demandera jamais s'il est aimé. Il n'aura jamais à mériter notre soutien ou notre approbation. Il saura chaque jour qu'il est suffisant, exactement tel qu'il est. La famille que nous étions en train de créer ne serait pas parfaite, mais elle serait construite sur l'honnêteté, le respect et l'amour inconditionnel. Les dons que mes parents n'avaient jamais pu me faire, mais que j'avais trouvés avec Jackson, avec ses parents, avec tante Diane et avec la communauté que nous avions bâtie autour de nous. La plus grande leçon de l'abandon du jour de mon mariage n'était pas la vengeance ou la rupture des liens. C'était la liberté qui vient en acceptant les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour ce que l'on voudrait qu'ils soient. C'était le pouvoir de choisir sa propre famille et de créer sa propre définition de l'amour. En repensant à ce matin douloureux où j'ai trouvé la note de mes parents, je ne ressens plus la piqûre aiguë du rejet. Au lieu de cela, je ressens de la gratitude pour la clarté qu'elle a finalement apportée. Certaines leçons sont enveloppées de douleur, mais elles mènent à la guérison si nous sommes assez courageux pour embrasser leur vérité. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas vos choix? Ou trouver du soutien de sources inattendues lorsque ceux qui auraient dû être là pour vous ne l'étaient pas? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de trouver la force à travers les défis de la vie. Rappelez-vous, parfois la famille que nous choisissons apporte plus de guérison que la famille dans laquelle nous naissons. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite le courage de créer les liens affectueux que vous méritez.